Le sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Bonjour Amukta, merci beaucoup d'être ici avec nous. Je suis très heureux de vous revoir parce que nous étions ensemble il y a 1 an et demi. Amukta fait énormément de choses en Inde. Elle est professeure de yoga également. On connaît beaucoup sur le sujet de l'éducation, des écoles Montessori. Et elle connaît également bien d'autres choses. Je ne me rappelle pas de tout par cœur, mais vous l'expliquerez sans doute mieux que moi. Et elle va vous parler du trésor de Montessori et comment nous pouvons utiliser différentes pratiques de Montessori dans toutes les écoles, dans différentes écoles. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, beaucoup de pratiques des écoles Montessori que nous pouvons utiliser. Amukta, vous êtes libre. Si vous souhaitez partager quelque chose d'autre avec nous relatif au sujet, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà, vous avez la parole. Merci Abel. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai vu le travail que vous avez fait au Népal, c'est extraordinaire et je dois dire que c'est vraiment extraordinaire. J'ai beaucoup de travail, mais je suis ici avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de partager mon expérience. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Je vais partager un PowerPoint avec vous. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, des remarques. Alors, je vais un petit peu me présenter d'abord.
Alors moi, depuis mon adolescence, j'ai toujours été dans le domaine de l'éducation parce que pour moi, c'est grâce à l'éducation que l'on va changer le monde. Et à l'époque, j'étais adolescente et j'étais très enthousiaste. Eh bien, je suis toujours aussi enthousiaste par rapport à l'éducation et je pense que je remercie l'école Montessori de m'avoir donné une structure. Et puis aussi, j'aime ce côté libre. J'ai toujours travaillé dans des petites écoles et avec les gouvernements parce que je pense que l'impact ne doit pas se limiter aux écoles Montessori, mais l'impact doit être d'avoir une éducation de qualité pour tous les enfants. Parce que notre travail, nos écoles doivent aider les élèves de tous les niveaux. Et donc, parfois j'ai travaillé avec Montessori, parfois pas. Mais je trouve quand même cela fascinant parce qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine de l'éducation. Pour le moment, je suis directrice d'école. Je suis également conseillère d'un comité pour l'éducation et au niveau étatique de l'État où je vis. Et là, nous essayons de voir si nous pouvons mettre des programmes de formation disponibles à l'université, disponibles pour tous les professionnels, pour avoir des formations de qualité et pour s'assurer que les enfants disposent d'une éducation de qualité dans le pays. Alors, je vais commencer ma présentation PowerPoint. Is that okay? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous voyons votre écran. Alors, est-ce que vous allez faire défiler vous-même? Oui. Alors, je vais aller un peu plus vite. Comme ça, je prends également du temps pour les questions-réponses. Vous avez jusqu'à 6 heures. Vous avez 1h20 minutes. Et donc, vous pouvez faire une session de questions-réponses si vous le souhaitez. Alors, on m'a donné ce titre qui, je pense, est tout à fait juste. Les trésors universels de l'éducation Montessori. Ce qu'on recherche, c'est une éducation spontanée pour les enfants, pour les adultes dans tous les pays, dans toutes les cultures, de toutes les classes économiques. Cela ne dépend pas l'un de l'autre. Souvent, nous nous concentrons sur les enfants, mais nous oublions les adultes. Mais il faut vraiment s'assurer de parler de la pédagogie pour les enfants, pour les adultes. Si vous regardez le travail de Montessori, c'était un très bon travail qui est appliqué au Japon, du Japon jusqu'en Afrique. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de trésor universel? Montessori a trouvé l'essence naturelle de l'apprentissage et se concentrer sur l'apprentissage. Et elle était née pendant une période où il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient dans le monde. Beaucoup de choses, se passaient dans le monde avec Karl Marx, et elle a appris énormément de ces personnages, de la psychologie également, de Freud. Et puis, il y a également la théorie de l'évolution qui était en discussion. Et puis, on a découvert que les enfants étaient en fait des mini-adultes. C'était en fait des adultes, mais
plus petit. Et c'est elle qui a découvert cela, et comme beaucoup d'autres personnes qui travaillaient dans le domaine de l'enseignement. C'est également une découverte par rapport aux tendances humaines, au fonctionnement de l'être humain, par rapport aux tendances humaines. C'est aussi dans l'environnement, de l'école, de la classe, qu'on voit des tendances de développement social qui étaient liées à son enseignement. Pour vous donner un exemple, si vous regardez les écoles conventionnelles, on retrouve souvent de la jalousie, de la concurrence. Et donc, les enfants évoluent dans un tel système. Les enfants parlent beaucoup, mais socialement, ils ne développent pas leurs compétences sociales dans les écoles traditionnelles. Alors que pour Montessori, on travaille plus sur la dimension sociale, sur la collaboration. Et la base, là, est de l'affection l'un envers l'autre. Et si les enfants font cette expérience, eh bien, à ce moment-là, je peux vous dire que la société va se construire sur la base de l'affection l'un pour l'autre. Et c'est ainsi que les sociétés ont évolué, en apprenant beaucoup de choses et en écoutant ce que Maria Montessori a dit, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ainsi, il y a un lien, selon elle, entre l'individu et le cosmique. Si vous regardez un arbre, est-ce que vous pensez que les enfants croient comme un arbre? Lorsque l'arbre est petit, il a besoin de soleil, d'eau, de nutriments. Et puis, il a besoin exactement des mêmes choses lorsqu'il est grand. De l'eau et du soleil. Est-ce que les enfants se développent de cette manière? Non, pas vraiment. Non. Peut-être plus comme une grenouille ou un papillon, où il y a différentes étapes. Et à chaque étape, ils ont des besoins différents. Donc, lorsque le papillon est encore au niveau d'une larve, il a besoin de chaleur, de protection. Ensuite, lorsqu'il devient un papillon, là, il va chercher des feuilles fraîches, de la chaleur. Et les enfants, ils cherchent également des différentes choses pour croître. On peut comparer le développement d'un enfant au développement d'un papillon. Parfois, ce sont des choses que l'on reconnaît, ces différentes étapes, et parfois, nous ne les reconnaissons pas. De 6 à 12 ans, les enfants sont comme des chenilles qui ont faim. Ils ont faim de connaissances, ils ont faim de contact. Et souvent, ils n'ont pas toute l'information dont ils ont besoin. Pourtant, eux, ils aimeraient avoir beaucoup plus d'informations. Ils aimeraient pouvoir faire plus de connaissances. Alors, pour l'adolescence, là, on ne sait pas, c'est lorsque la chenille se transforme. Les adolescents ne savent même pas ce qui leur arrive à eux-mêmes. C'est une période de transformation profonde. Et là, si on ne répond pas à leurs besoins, il y a une réaction. Et ce que l'on voit dans la société, c'est qu'il y a des réactions, en effet, quand les besoins ne sont pas rencontrés pendant l'adolescence.
Et si leurs besoins ne sont pas rencontrés, eh bien le papillon ne se développera pas comme il le faut. Alors on parle souvent de Montessori comme un génie parce qu'elle a fait énormément de choses, elle a fait un travail incroyable. Lorsqu'on voit tout ce qu'elle a mis ensemble, tous les sujets, la géographie, les maths, l'histoire, et elle a amélioré les systèmes éducatifs. Les principes d'éducation libre sont une base chez elle. Elle ne voulait pas qu'on nomme sa méthode Montessori. C'est parce que c'est un type de pédagogie, c'est pour le monde, c'est pour les enfants. Et elle ne voulait pas qu'on appelle cela méthode Montessori. Si vous regardez aujourd'hui, il y a des écoles Montessori, il y a des brevets. Elle a fait énormément, beaucoup de choses. Elle a découvert l'enfant, comme on a découvert les lois de la physique, les lois du yoga ou les lois de la conscience. Et lorsqu'elle a découvert ces lois sur l'enfant, elle s'est dit on va mettre cela en pratique. Et pendant 200 ans, ce sont des travaux qui ont fleuri, qui se sont développés, des pratiques qui se sont étendues et qui se retrouvent maintenant presque partout. Alors, on peut parler de pédagogie, mais on doit aussi parler de l'environnement, du système éducatif. L'environnement, j'entends la classe, l'école, le monde qui entoure la pédagogie. Et le verbe éduquer doit sous-entendre que l'on se concentre sur l'enfant, que l'on met l'enfant au centre des préoccupations. Souvent, si vous regardez la pédagogie, on voit qu'il y a Montessori, Dewey, Rousseau, Gardner. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Si vous regardez au niveau de l'environnement, on a fait beaucoup de travail. Il y a des discussions, des recherches, des études. Au niveau du système, il y a aussi différents systèmes qui existent. On a fait beaucoup de travail. J'étais très contente d'assister à la conférence de Naomi, qui était très intéressante. Évidemment, on parle aussi de la formation des enseignants. Là aussi, on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de travail qui a été effectué, mais il faut mettre tout cela ensemble et il ne faut pas oublier de se concentrer sur un changement et de mettre toujours l'enfant, le développement de l'enfant au centre des préoccupations. C'est exactement ce que nous devons faire, mettre tout cela ensemble pour que les effets et que les impacts de tous ces travaux payent. Il faut savoir que chaque système éducatif, chaque environnement pédagogique est influencé par des facteurs extérieurs. Alors les principes, si vous regardez les principes, le principe c'est qu'un enfant n'a pas forcément envie d'apprendre. Mais si vous regardez la pédagogie, on a l'impression que les enfants, en fait, l'enfant à la base veut apprendre, mais dans le système éducatif traditionnel, on a l'impression que l'enfant ne veut pas apprendre. On a l'impression qu'on doit le forcer. Et là, beaucoup de personnes pensent qu'on est obligé de faire des jeux pour faire apprendre les choses aux enfants. Donc,
on se base sur le principe que les enfants ne veulent pas apprendre. Mais si on pense que les enfants veulent apprendre, si l'on change d'hypothèse de base, eh bien là, tout ce que l'on doit faire, c'est de créer un environnement où les enfants peuvent se sentir bien. Et dans quel environnement ils se sentent bien? Ça pourrait être un environnement où ils peuvent faire des mouvements, où ils ne sont pas assis du matin au soir. Et l'apprentissage va leur permettre d'absorber des informations. L'apprentissage doit être une expérience en lui-même. On a par exemple ici parlé de mettre en place des smart boards, donc des tableaux intelligents pour des enfants de 6 à 10 ans, pour que les enfants puissent utiliser ces tableaux interactifs et qu'ils ne restent pas forcément assis à regarder le tableau inactif. Y avait-il des questions? J'ai vu une question? Non? Amukta, la slide ne passe pas. C'est toujours la première. Ah, j'ai passé les diapositives, mais apparemment, on reste toujours sur la première au niveau de l'écran. C'est bien parce que moi, je le faisais et apparemment, ça ne se voyait pas sur l'écran. OK, bon, maintenant, si vous le sélectionnez, ça se voit. Bon, ben, c'est ce que je faisais auparavant, mais apparemment, ça ne passait pas. Alors, je ne vais pas me répéter, je vais juste vous montrer les différentes diapositives. Voilà, je vous disais que les enfants ne grandissent pas comme un arbre, mais plutôt comme un papillon. Et leurs besoins sont différents à différentes étapes de leur développement. Beaucoup de personnes pensent que Montessori est un génie. En fait, elle a découvert des lois comme les lois de la physique, les lois du yoga, les lois du cosmos. Elle a découvert les lois et les rythmes de l'enfant intérieur que nous avons tous en nous. Voilà, ça je vous parlais des 4 axes dont il faut parler, qui doivent être mis ensemble pour qu'il y ait un impact. Je pense qu'on était arrivé à ce slide-là. Et donc, on dit que les enfants, on part du principe que les enfants veulent apprendre comme tous les autres êtres vivants. Et donc, il faut créer un environnement dans lequel ils peuvent apprendre, un environnement où ils peuvent faire des mouvements, plutôt que d'être assis et qu'ils regardent immobiles le tableau. Cela fera partie de leur pratique d'apprentissage. Ils peuvent avoir un apprentissage expérimental où ils utilisent leurs mains, par exemple pour des constructions. Ça, c'est essentiel pour pouvoir expérimenter la connaissance, pour créer des concepts et pour construire. C'est quelque chose qui se retrouve de manière récurrente. Parce que lorsqu'un enfant met en place un concept, il développe sa personnalité. Et là, l'enfant découvre lui-même quelque chose d'autre. Et puis, cela rend l'enseignement efficace aussi parce que l'enfant se rend compte qu'il apprend. Le choix est très important parce que lorsqu'il y a un choix, on fait appel à la partie émotionnelle.
Si le choix n'est pas fait, il n'y a pas d'implication de la partie émotionnelle. On peut faire beaucoup de jeux, beaucoup d'activités, mais s'il n'y a pas de choix, et si c'est toujours l'adulte qui choisit pour l'enfant, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, là, l'environnement de la personne n'est pas mis à l'épreuve. Et puis, le lien entre le professeur et l'enfant, c'est très, très important. L'enfant apprend énormément des professeurs et c'est via eux que l'enfant va se développer. Pourquoi certains enfants ne sont pas adaptés à des écoles traditionnelles? C'est des questions que nous devons nous poser. L'enfant ne doit pas être soumis à l'apprentissage. C'est l'enfant qui doit décider s'il veut apprendre ou non. Et si l'enfant refuse de faire quelque chose, de faire un jeu, eh bien les professeurs s'offusquent. Alors que si l'enfant ne veut pas faire quelque chose, ce n'est pas par rapport à eux, c'est juste que l'enfant n'a pas envie et donc il faut l'accepter. Si l'enfant a le courage de dire non par rapport à un professeur, il faut apprécier ce courage. Alors, les autres principes que nous pouvons voir, c'est qu'on travaille dans un environnement, la classe, l'école, que l'on pense comme un microcosme de la société ou de l'univers. Et comment est-ce que c'est devenu un microcosme? Parce que la classe doit refléter la société. Il y a une variété énorme dans notre société qui doit se refléter dans la classe avec différents groupes économiques. Donc, s'il y a différents groupes économiques dans la société, ceux-ci doivent se refléter dans la classe également. S'il y a une variété de religions dans la société, eh bien, cela doit se refléter dans la classe également. Il doit y avoir des enfants de différentes religions. S'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, des problèmes physiques dans la société, eh bien, dans la classe, il doit y en avoir également. Donc, le plus de variété possible afin que la classe reflète la société. Et c'est là aussi parce que les enfants doivent être préparés avant d'être lâchés dans la société. Et de cette manière, ils le seront. Et cela les aidera à vivre dans le monde. Il faut qu'il y ait également des connexions qui soient respectées et reconnues. Et les connexions que les enfants ont entre eux doivent être respectées et reconnues. Souvent, nous enseignons comme si c'était quelque chose de tout nouveau et qu'il n'y avait que les enseignants qui sont au courant. Mais les enfants ont eux aussi des expériences et c'est de là qu'il faut partir. Il ne faut pas penser à l'enfant comme une page blanche, comme un être qui n'a aucune expérience. Non, il a également une expérience. Les enfants connaissent les formes, les couleurs, donc il faut voir comment nous présentons les choses du point de vue de l'enfant et connecter l'enfant au monde. Donc, je vais vous donner un exemple. Même des choses les plus simples comme les couleurs ou les formes. Au début, nous présentons
les couleurs et les formes sans nom, et ce sont les enfants, lorsqu'ils observent les mêmes couleurs ou les mêmes formes dans la nature, ils les voient et alors ils se disent « Ah, ça, je l'ai déjà vu » et ils leur donnent un nom à l'image. Ou alors ils disent « Voilà, ça, c'est la même chose et ça, c'est différent. » Et donc, ils sont à chaque fois, on leur demande à chaque fois de faire des connexions et il faut respecter cela et également reconnaître cela. Il faut se baser sur l'expérience. L'apprentissage, la vie se fait dans un contexte qui est très très important. Le contexte local est important ainsi que les connexions, le contexte universel. Donc il faut passer de l'un à l'autre et établir cette connexion pour l'enfant. Je vais vous donner un exemple. Quand je travaillais avec des enfants sur la côte Est, en Inde, les enfants, quand on parlait à leur famille, on leur demandait de quel type d'école ils rêvaient. Et ils répondaient qu'ils voulaient poursuivre le travail, ne pas uniquement aller à l'école. Certains d'entre eux ne voulaient même pas du tout aller à l'école. Mais le gouvernement n'accepte pas cela. Donc, on leur a dit, on a discuté du temps, on a discuté du meilleur moment pour eux pour aller à l'école et c'était l'après-midi puisque le matin, ils aident leurs parents. Donc, on a ouvert une école l'après-midi pour eux et dans un autre contexte, dans un autre État de l'Inde, dans une région un peu plus riche, qui avait davantage de ressources naturelles, avec beaucoup de forêts, d'agriculture, les enfants étaient envoyés dans des restaurants qui sont très connus dans toute l'Inde. Et les enfants étaient envoyés pour travailler dans ces endroits parce que leur famille leur le demandait. Ça représentait une aide donc pour la famille. Et là, on a demandé aux enfants et aux parents quel type d'école souhaitez-vous? Et les réponses des enfants était qu'ils préféraient être à l'école le soir pour qu'ils puissent travailler le matin et revenir l'après-midi ou le soir plutôt proche de leur village. Donc, et ils pouvaient aller donc à cette école, apprendre tout un tas de choses le soir. Et ça a fonctionné dans ce contexte. L'éducation doit être adaptée de façon différentielle pour prendre en compte le contexte de chaque enfant, de chaque famille qui vivent dans un écosystème. L'un des principes, l'éducation est pour les enfants. En général, on la considère, c'est que c'est ce qui est le plus facile à organiser pour les adultes. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, l'éducation est pour les enfants et pas pour les adultes parce qu'ils doivent gérer des enfants. Si on se concentre sur le processus, je pense que les choses vont se mettre naturellement à leur place. Les résultats seront au rendez-vous. Les moyens sont importants et l'objectif se produiront si on se concentre sur le processus.
Si on ne s'occupe pas du processus et qu'on considère que tous les moyens sont bons, on ne va pas parvenir au résultat escompté. Montessori utilise également le principe de supranature. On regarde la nature, on la trouve belle et tout ce qui est artificiel est considéré comme contre la nature. Mais sa perception, c'est que c'est via l'effort, la lutte et l'intelligence humaine que nous avons pu créer et jouir et utiliser ce que nous avons créé. Et elle appelle ça la supranature. C'est l'interaction des êtres humains avec la nature. Peut-être que les choses n'ont pas pris une bonne direction dernièrement, mais cela n'aide pas d'être cynique. Est-ce qu'on peut apprécier les efforts humains, les luttes humaines, ce qu'elles ont permis de créer grâce à la nature, en ajoutant à la nature, en ajoutant une couche supplémentaire à la nature? Je pense que c'est important parce que sinon c'est très à la mode de dire les êtres humains sont terribles, ils ont détruit ceci, détruit cela. To save the Amazon forest, which they have not experienced, or save the tiger in India, which is rarely seen. So, but if we create Donc, il faut créer l'amour de la nature, mais également pour les êtres humains, avec tout ce qu'ils ont créé au cours des siècles. Et cela permet de maintenir les énergies intactes. Sinon, imaginez-vous, les plus jeunes vont apprendre à connaître le monde en leur disant que les forêts meurent, le sol meurt parce qu'il sèche. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ils vont devenir cyniques. Mais si on offre une vision qui leur permet d'aimer la nature, ainsi que les êtres humains qui les entourent, et en voyant ce qui a été réalisé, ils aimeront ça. Tout ce qu'on aime, il faut le chérir et le garder. Donc, si on crée un amour pour cela, les enfants voudront le sauver, le garder et le faire perdurer. Avez-vous des questions à ce stade? Alors, ma dernière diapo, si vous voyez les 3 facteurs d'influence que j'ai dessinés ici pour le développement de l'enfant, les facteurs d'influence du développement de l'enfant. Si vous regardez le cercle intérieur, l'enfant naît avec un potentiel. Et cette énergie, ce pouvoir sont essentiels pour l'enfant. Et cette énergie est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, mais l'enfant naît avec cela. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître et avec lequel nous devons travailler. Deuxième cercle. Et pourquoi sont-ils ouverts? Vous me le direz après. Le deuxième cercle, l'enfant est né avec un potentiel, mais dans son interaction avec la société, dans sa famille, dans son environnement naturel, l'école, ça permet d'actualiser le potentiel. S'il n'y a pas d'interaction, le potentiel ne sera pas actualisé, ne pourra pas se manifester. Le deuxième cercle est celui de la société, de l'environnement de l'enfant. Si vous voyez la langue, par exemple,
l'enfant naît avec le potentiel d'apprendre n'importe quelle langue. Et on peut donner l'exemple en France, si je peux, même si nombre d'entre vous sont basés en France, si vous me permettrez. Le sauvage, il y a beaucoup d'histoires d'un enfant sauvage, vous me direz si je me trompe. Cet enfant sauvage, donc un loup a pris un bébé qui a grandi avec les loups et quand il est trouvé, il avait 9 ans. Et quand il a été découvert, l'enfant ne parlait pas. À votre avis, que parlait-il? Il parlait évidemment la langue des loups, puisque c'est l'environnement dans lequel il avait grandi. Mais il pouvait parler, mais il ne parlait pas de langage humain. Et comment marchait-il? Bien sûr, il marchait sur 4 pattes, parce que c'est ce qu'il avait vu. Bien que, en tant qu'être humain, il pouvait marcher sur ses 2 jambes. Mais c'est ce qu'il avait absorbé, observé et absorbé. Ce qu'il avait vu, c'était donc des loups qui marchaient à 4 pattes. Donc, l'environnement est très important pour actualiser le potentiel. Il y a beaucoup d'histoires en Inde d'enfants qui ont grandi comme ça dans la forêt. Comment la nature et la supranature peuvent-elles être présentées à l'enfant pour qu'il ait une connexion avec le vivant? Le 3e cercle ouvert, c'est quelque chose qui est universel et commun à tous. Et il y a une société dans laquelle il est né. Et le 3e cercle, plus large, est ce qui est commun à tous les êtres humains. Nous ne sommes pas des singes, nous ne sommes pas des robots. Pour l'instant, nous sommes des êtres humains. Et qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains? Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Partout dans le monde, depuis que les êtres humains sont des êtres humains et jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose avec lequel nous devons rester en contact pour l'enfant. L'enfant est avant tout un être humain. Ce qu'on voit très souvent aujourd'hui n'aide pas l'enfant à être un être humain complet. L'idée n'est pas uniquement de survivre, mais de prospérer, de s'épanouir en étant unique et universel en même temps. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'insiste ou que j'explique quelque chose en particulier, si quelqu'un veut poser une question, je peux faire en sorte que vous soyez apparent dans la vidéo. So, there is nothing. Amukta, can you share for us some? Amukta, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Some particular things that happened to you in your life with Montessori. De ta vie par rapport à Montessori. Magical event, I don't know. Ou un événement magique, je ne sais pas.
Quand j'avais 18 ans, quand on m'a présenté la philosophie Montessori et la pédagogie Montessori, à l'époque, j'avais une petite sœur qui avait 3 ans et mes parents mes parents avaient déjà 4 enfants, c'était la 5e, et je trouvais que c'était fascinant cette pédagogie. Je vivais ailleurs et j'apprenais ça, et mes parents étaient dans une autre ville, à Madjaz, et je leur écrivais comment ils devaient éduquer ma petite sœur. Et alors qu'ils avaient éduqué de nombreux enfants avant elle. Et je trouvais ça magique. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais partager. Alors, je voudrais que tout cela puisse être mis en pratique dans les gouvernements. Toutes ces idées, si les choses sont pertinentes pour le gouvernement, rendre ça acceptable pour l'État, ce que je pensais, c'est que certains principes, certaines règles qui faisaient partie de Montessori et qui pouvaient être intégrés dans l'enseignement public. Nous avons évolué avec les professeurs et les enfants doivent choisir le travail qu'ils doivent faire. Donc, on a fait des écoles de démonstration, si tu veux, et pour leur prouver que ce n'était pas fantaisiste. Et donc, on a mis en place une école sans banc. On a mis du matériel sur les bancs et on a observé. Et on a invité les enfants, on a demandé aux enfants, on leur a dit que c'était leur classe et qu'il y avait toutes sortes de matériel qu'ils pouvaient utiliser. Et choisissez ce que vous voulez, on leur a dit. Alors ça, c'était une chose. Si vous voulez choisir, vous jouez aussi longtemps que vous voulez, mais après, vous devez le remettre exactement où vous l'avez trouvé. Il y avait à peu près 30 enfants, 3 ou 4 professeurs. Alors, on est nombreux, donc parlons doucement. Donc, on leur a donné quelques règles. Comme quand on joue au cricket, il y a des règles. Vous savez que le cricket, c'est un sport populaire en Inde. Donc, il y a des règles. Donc, ça, ce sont nos règles ici. Et les enfants ont respecté les règles. Et je leur ai dit, regardez avec quoi vous voulez jouer. Au début, ils ne jouaient rien. Leurs mains étaient toutes serrées, leurs poings étaient serrés. C'était des enfants de 6 à 10 ans et puisqu'à l'école, on leur disait de ne rien toucher. À la maison, on leur disait de ne rien toucher. Et donc, quand on leur a dit, touchez prenez ce que vous voulez, ils ne voulaient pas. Ils n'osaient pas. Et une fois qu'ils ont commencé, à toucher les choses, ils ont travaillé pendant des heures. Et on a dû les arrêter. Ils ne levaient pas. Il y avait des ciseaux avec un magazine, il y avait une machine à écrire, du matériel de maths, d'anglais, etc.
et ils n'ont pas levé la tête pendant 3 heures. Et le gouverneur et les gens du gouvernement qui nous ont observés nous disaient, bon, vous avez fait des répétitions. Ben non, pas du tout, on n'avait jamais vu ces enfants avant aujourd'hui. Alors, quand on faisait les formations des professeurs du public, des administrateurs du public, la même rengaine revenait. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que c'était une manière naturelle d'apprendre. Simplement ces 3 règles. Choisir avec son cœur, parler doucement et continuer autant qu'on voulait. Et ça a été mis en œuvre dans 37 000 écoles après 3 ans, je pense. Une fois que les gens étaient formés, eux-mêmes ont pu former davantage de professeurs. Et cela, du coup, cette méthodologie s'est développée et qu'on appelle donc l'apprentissage basé sur les activités. Ça a été mis en place d'abord dans 13, et puis 200 écoles, et puis 4000 écoles, et ensuite tout l'État. Ça, c'était en 2017 qu'on a mis ça en œuvre. Il y a un rapport qui a été publié sur dont le changement de système scolaire s'est mis en place grâce à ça. Et ça a eu un impact phénoménal sur les enfants. Ça a un impact sur les enfants. Peut-être que tu peux arrêter de partager ton écran, comme ça on te verra en plus grand. Nice. There's the questions here. Il y a des questions. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce que ce cercle ouvert? Le cercle ouvert. I don't know. Open circle. Cercle ouvert. Where is it? Questions and answers. It's Open circle. Open circle. Yeah. And how many children in the classroom? Et combien d'enfants dans la classe? Donc, expliquez le cercle ouvert. Dans la classe de démonstration, il y avait 25 à 30 enfants. Et en général, il faut avoir ce nombre d'enfants pour 2 adultes. Ça doit être comme la société. S'il y a peu d'enfants, c'est moins bien, ça marche moins bien. S'ils sont 25-30, ils créent leur propre société. Ils créent leur propre société, ils ont des amis. Tout ce qui se passe dans la société doit se passer en classe. S'ils ne sont que 15, ça ne fonctionne pas. Ils doivent apprendre à collaborer avec des personnes avec qui ils n'ont pas l'habitude de parler, des gens qu'ils n'aiment pas, avec qui ils sont obligés de travailler. Tout ce développement social doit être là. C'est pour ça qu'on parle de 25 à 30 enfants pour 2 adultes. Le cercle ouvert, c'est que il ne faut pas, c'est quand on parlait du potentiel, du contexte local et les êtres humains. C'est simplement pour dire qu'il y a une connexion entre chacun de ces niveaux. C'est l'ouverture de chaque niveau. Yes, I haven't seen him as yet. So next time, yeah. So is that okay for you, Abhinav?
Abel, c'est bon pour toi? I try to make We it see only appear. 6, isn't it? Yeah. I don't know why it doesn't work. Abhinav, don't you want to come with us? And Amukta, when I was in Nepal, Quand j'étais au Népal, à Mukta, I was very impressed because j'étais impressionné parce que Montessori schools in Nepal. il y avait beaucoup d'écoles Montessori au Népal. It seems in India also there is a lot of Montessori schools in India. Il y en a beaucoup en Inde également. Oui, pas mal, oui. More than here in France. You know? Beaucoup plus qu'ici en France, plus qu'en Italie, Montessori is from qui est le pays d'origine de Montessori. C'est grâce à ces centres de formation. Elle a vécu en Inde également. Et il y a des formations. Si tu regardes l'éducation démocratique, eh bien, il y a également des démonstrations. Les idées sont assez similaires. On veut être différent et enlever cette structure erronée. Pourquoi est-ce qu'on parle encore d'école? Après toutes ces années d'expérience, quel serait ton rêve à toi? Et c'est que les enfants puissent vivre et apprendre naturellement. C'est surtout dans les villes qu'il y a une pollution et que le lien entre les enfants et les adultes est parfois rompu. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il faut les maintenir ouvertes. Les parents ne peuvent pas gérer les enfants à la maison tout le temps. Nos sociétés sont devenues dépendantes aux écoles. Donc, il faut travailler avec les écoles en tant que structure, mais dans l'avenir, je pense qu'il faudrait qu'ils aillent un peu à l'école et un peu qu'ils n'aillent pas à l'école. Il faut accepter l'apprentissage où qu'il soit. Ah, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer. Michel, tu veux dire quelque chose? What is the question? I can't understand. It's in French, I think. The universal circle. What is the experience? The universal circle. What is the universal experience? Qu'est-ce que l'expérience universelle? In that slide, what we mean by universal is something that is common for all human beings. On parle de quelque chose de commun à tous les êtres humains, qu'on soit en Australie, en Inde, en Europe. C'est ce qui est vrai, universel à tous les êtres humains. Emeline, tu veux partager quelque chose avec Amukta? No, by mistake, I think. Yeah. I can't see everybody actually. Je ne vois pas les autres. Il n'y a que 6 personnes. C'est un webinaire, donc on ne voit que les panélistes. Mais je peux les rendre visibles. Je suis un magicien, tu sais ça.
Il faut qu'on travaille ensemble, Abel, à un moment ou à un autre. Quelle est la recherche sur laquelle tu planches actuellement? Je travaille au yoga pour l'instant. Je pense que les connaissances traditionnelles doivent être introduites à l'école et je travaille à cela. Et alors, quel type de cours traditionnel? Yoga, histoire, art plastique. Il y a tellement de richesses en Inde dont les enfants sont privés. Et je pense qu'il faudrait réintégrer ces choses. Chaque enfant doit être exposé à ce genre de choses, ce genre d'expérience. Est-ce qu'on va leur offrir cela, leur permettre de réfléchir sur ce genre de choses? C'est une nouvelle connexion avec laquelle nous pouvons nous connecter, nous relier à l'histoire et à notre environnement. Et s'il n'y a pas cette connexion, nous allons devenir un petit peu, nous allons perdre cette identité. On va se perdre nous-mêmes dans quelque chose qui est beaucoup plus large. Et donc, tout le monde veut penser, tout le monde pense que les États-Unis, c'est le meilleur endroit où aller, ou que la France, c'est le meilleur endroit où aller, ou encore l'Australie. Mais qu'est-ce qui fait que l'on pense cela? Qu'est-ce qui, dans notre environnement, fait que l'on pense cela? Et aussi le fait que les enfants, les personnes qui sont ici, sont sous-estimés. Ils peuvent faire tellement de choses. Ils ont un potentiel énorme. Eh bien, ça, c'est sous-estimé, sous-évalué. Et donc, on peut relever la barre. Parce que dans le travail, on ne demande pas, on ne fait pas attention aux émotions de l'enfant. C'est simplement un apprentissage ex cathedra. Et donc, nous ne prenons en compte qu'une partie de la personnalité de l'enfant. Il faudrait vraiment prendre beaucoup plus de choses en compte et mettre cela en application quotidiennement. Je vais vous poser une question que j'ai posée hier. Si vous pouviez changer une chose dans le système éducatif actuel, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer une chose, quelle est la chose la plus importante que vous changeriez pour vous? Les professeurs. Les professeurs. Et vous voulez les transformer en quoi, ces professeurs? En fait, ils ne doivent pas être vus comme des monstres dans les classes. Ils doivent être des êtres humains. Donc nous, dans les écoles publiques, on a essayé de faire cela. Les professeurs racontaient des histoires, étaient sympathiques et le lien était bien différent entre les professeurs et les élèves. Peut-être que vous devriez tenter une nouvelle expérience. L'école pour les professeurs par les enfants. Alors, ce seraient les professeurs
qui apprendrait et les enfants qui enseigneraient. Vous savez, les enfants, ils adorent jouer au professeur. Hein. En fait, ce sont que les professeurs qui ont peur de cela. Et donc, Abel, vous êtes le bienvenu en Inde. Vous allez venir en Inde? J'ai passé beaucoup de temps au Népal et maintenant, en fait, je ne sais pas si je vais encore beaucoup voyager. Je me suis dit quand je suis rentrée du Népal que ça allait être difficile de revoyager à nouveau. En tout cas, j'espère que vous partagez beaucoup vos expériences dans cette conférence. Je vais laisser parler Ramchandra. Ils ont beaucoup de choses à raconter. Alors, est-ce qu'on devrait clôturer? Eh bien oui, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah, il y a une question? Quel est le point commun entre tous les êtres humains? Yeah, so what is common is that alors, le point commun, c'est que nous voulons explorer. Donc, je pense que cette volonté d'explorer, cette curiosité, l'utilisation de l'intelligence est un point commun à tous les êtres humains. Et c'est la manière dont nous interagissons avec la nature et ce qui nous entoure et nous créons quelque chose. Ce qui nous rend humains, c'est également le fait que nous nous adaptons. Et surtout les enfants s'adaptent à de nouvelles réalités. Et par exemple, ils ont des examens à 6 ans. Et ils s'en sortent, ils s'adaptent. En fait, s'ils résistent leurs examens et qu'ils sont tout contents, ce n'est pas un signe de bonheur, mais bien un signe qu'ils arrivent à s'adapter. Et donc, c'est ça notre point commun. L'être humain arrive à s'adapter à son environnement. Donc l'exploration, l'adaptation, utiliser notre intelligence, notre besoin de communication. Je pense que c'est très important. Même pendant le Covid, nous avons créé tout type d'opportunités pour rester en contact, pour communiquer. Et à cause de ce besoin, ou grâce à ce besoin de communication, nous voulons d'une manière ou d'une autre nous contacter les uns les autres et rester en contact. Je pense que ça, ce sont certains points communs qu'on retrouve dans les tendances humaines qui sont universelles. Mais c'est aussi le fait d'avoir pensé à quelque chose. Quand on a pensé à quelque chose, on ne se satisfait pas d'y avoir pensé simplement. On veut la mettre en application, par exemple. C'est comme ça qu'on a de l'air conditionné, des ventilateurs. Vous savez, l'être humain a fait tellement de choses. Grâce à cette tendance d'imaginer quelque chose et de le mettre en pratique, de le construire. Donc, on ne se limite pas à la pensée. Et donc, il faut penser de nouvelles choses pour toujours remettre les choses en question et puis les mettre en pratique. What do the rooms and surrounding look like in this context?
in a school like this? Alors, dans une école, en général, We prefer like open on kind of doors préfère where there is des règles ouvertes, preferably hexagon or octagon, and des there are formes nooks and corners. d'octogones, des hexagones. Why materials are important is because Les matériaux sont importants également teacher becomes the centrality for parce que il faut que le professeur utilise des outils pour les activités d'apprentissage. Et lorsqu'il y a du matériel, les enfants deviennent indépendants pour apprendre, tandis que s'il n'y a pas de matériel, toute l'attention se concentre sur le professeur. Et on a également une véranda, c'est-à-dire un petit espace à l'extérieur. C'est important. Et toutes les étagères et tous les outils doivent être à hauteur des enfants. Ils doivent être accessibles afin qu'ils ne dépendent pas des adultes pour se les procurer. Donc, il n'y a pas d'armoire fermée à clé, il n'y a pas d'armoire en hauteur. Tout est ouvert pour les enfants et ils ont accès à tout. Et puis, il y a différents types de sièges. Certains peuvent s'asseoir sur des poufs, d'autres peuvent s'asseoir sur le sol. Certains élèves travaillent individuellement, d'autres travaillent par paire. Et donc, on apporte toute une variété parce que les besoins d'un enfant vont varier à différents moments et donc ils vont pouvoir choisir ce dont ils ont besoin au moment M. Les enfants peuvent donc choisir. Et donc, par exemple, les éviers sont plus petits pour les enfants de 3 à 6 ans, mais ils sont à une certaine hauteur également pour qu'ils puissent laver leurs mains. Et pour les 6-12 ans, ils aiment collaborer. Et donc là, on utilise des tables un peu plus larges, un peu plus grandes pour qu'ils puissent se mettre à plusieurs, à deux, pour qu'ils puissent s'aider. Et donc, ils peuvent choisir. Il y a différents endroits pour travailler. Il y a différents types de matériaux. Des matériaux pour de la musique, pour des cours plus pratiques où il faut utiliser ses mains, etc. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de ventilation, autant de lumière et de ventilation que possible. Et si nous pouvions avoir un jardin, ce serait merveilleux afin que les enfants puissent marcher dans le jardin. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez aborder? Ou on devrait clôturer ici? Qu'est-ce que vous en pensez? Abel, merci beaucoup. Désolé. J'étais en train de parler avec un autre orateur en Angleterre. Oui, je me doute, vous devez être très occupé. Voilà, mais moi je reviendrai plus tard pour écouter les autres. Et donc, nous pouvons prendre une petite pause, 15 minutes de pause. Je vous remercie, Amouka. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous revoir. En tout cas, j'apprécie, toujours apprécié votre intervention. Merci. Merci à tous. Merci à Mokta.
On reste en contact.